Mon mari a volé mes créations pour faire de sa maîtresse une star, puis m'a humiliée et traitée de voleuse à la Fashion Week de New York. Ce qu'il ignore, c'est que les robes sur ce podium étaient ses accusatrices. N'ose plus jamais te dire créatrice, Elara. Ce soir, tes croquis porteront le nom de Solène, et tu sortiras par la sortie de service. Julien, s'il te plaît. Le pavillon de cristal du centre d'art Hudson scintillait comme une boîte de verre sous des centaines de projecteurs blancs tandis que les caméras se disputaient le meilleur angle de Solène Leroy, la supposée star montante de la saison. Julien restait à ses côtés avec un sourire calculé, une main sur la taille de son amante, l'autre levant un verre au journaliste. À quelques mètres, Elara fixait l'immense bannière affichant le nom de Solène au-dessus d'une photographie d'une robe qu'elle avait elle-même esquissée par une aube d'hiver, à l'époque où elle croyait encore que son mari dormait dans la pièce voisine. Personne ne remarqua sa respiration retenue jusqu'à ce que Julien lui arrache son accréditation du cou et la déchire en deux devant tout le monde. Certains photographes baissèrent leurs caméras avec gêne. D'autres, attirés par le scandale, se rapprochèrent. « Elara, non » cria-t-il, regardant les deux morceaux de plastique sur le sol avant de lever les yeux vers l'homme qui avait promis de protéger son travail. « Cette femme ne fait pas partie de l'équipe créative » déclara Julien. Sa voix modulait comme s'il présentait un rapport d'affaires. Elle a travaillé un temps comme couturière indépendante, et depuis, elle insiste pour s'attribuer des idées qui n'ont jamais été les siennes. Solène a dédié des mois à cette collection, et nous ne permettrons pas que la jalousie d'une ancienne employée ruine sa soirée. Le terme « ancienne employée » frappa Elara avec plus de force que le geste précédent, car devant elle se tenaient plusieurs couturières qui avaient cousu sous ses instructions, des fournisseurs qui avaient reçu ses emails, et des critiques qui avaient autrefois discrètement loué ses prototypes. Pourtant, aucun d'entre eux n'intervint. Solène inclina la tête avec une fausse compassion, vêtue de la robe couleur ivoire qu'elle avait nommée « Aurore ». Cachée sous la soie, dans chaque pli, se trouvait un point de couture presque invisible en forme de E et de F. C'était la signature secrète qu'Elara utilisait depuis ses années d'étudiante. Un détail que Julien n'avait jamais appris à reconnaître. Elara fit un pas vers Solène et demanda avec un calme qui déconcerta même les gardes de sécurité pourquoi la broderie intérieure de chaque vêtement formait les initiales EF. Pendant quelques secondes, le murmure de la salle s'éteignit. Une journaliste d'un magazine italien leva les yeux de sa tablette. Un acheteur français demanda à répéter la question. L'une des mannequins attendant derrière le rideau porta instinctivement une main à l'ourlet de sa jupe. Solène pâlit, mais Julien s'avança avant qu'elle ne puisse répondre. Il dit que la lettre signifiait « futur éthéré », le concept commercial de la collection, et laissa échapper un rire que personne ne partagea. Elara regarda une goutte de sueur couler sur sa tempe et sut qu'elle avait fait mouche. Pourtant, elle ne montra pas les documents qu'elle portait dans son sac à main. Pas encore. Ce soir, elle avait besoin que chaque robe défile, que chaque caméra l'enregistre, et que chaque acheteur potentiel entende le mensonge complet des lèvres de Solène. Les gardes s'approchèrent, mais avant qu'ils ne puissent l'éloigner, elle regarda directement la caméra principale et dit « Une collection peut être volée, mais pas la mémoire de celle qui l'a créée. » Personne ne comprit entièrement la phrase, mais plusieurs téléphones commencèrent à l'enregistrer. Si cette histoire vous touche et que vous voulez savoir comment une femme discrète a transformé son humiliation en la preuve qui détruirait ceux qui l'ont trahi, restez avec nous jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ne manquer aucune révélation. Quelques minutes plus tard, alors que la musique montait et que le premier projecteur frappait le rideau, Elara fut escortée vers un couloir latéral. Julien croyait l'avoir expulsée du seul endroit où elle pouvait lui nuire. Il ignorait qu'Isabelle Leclerc, la directrice artistique de l'événement, venait de recevoir un dossier par email avec 117 fichiers originaux, horodatage, contrat d'enregistrement, et une seule instruction, ne pas arrêter le défilé tant que la dernière robe n'apparaît pas. 6 mois plus tôt, le studio d'Elara occupait la partie la plus lumineuse de l'appartement du West Village qu'elle partageait avec Julien. Elle avait transformé un ancien salon en un petit univers de tissus drapés, de mannequins recouverts de mousseline, de boîtes de fils arrangées par nuances, et d'une grande table en chêne marquée par des années de crayons et de ciseaux. Là, elle travaillait de l'aube jusqu'à bien après minuit sur une collection qu'elle avait appelée « Renouveau », car chaque pièce représentait une étape de sa vie, la perte de sa mère, les années de petit boulot, la bourse qui l'avait menée à étudier le design. Et le mariage qu'elle considérait alors comme son refuge. Julien avait l'habitude d'entrer avec du café et de l'embrasser sur le front, feignant l'admiration pour un processus qui, en réalité, l'impatientait. Il lui demandait combien d'argent ses dessins généreraient,
quels investisseurs pourraient être intéressés et pourquoi elle insistait pour cacher la collection jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Elle interprétait ces questions comme de l'inquiétude. Elle ne voyait pas que derrière chaque sourire, il calculait la valeur de ce qui ne portait pas encore son nom. Julien avait rencontré Solène lors d'un dîner organisé par une agence de relations publiques. Elle avait des milliers de followers, une beauté soigneusement construite et une ambition qu'elle ne se donnait pas la peine de cacher. Pendant des années, elle avait fait du mannequinat pour des campagnes mineures, mais était convaincue qu'elle méritait sa propre marque. Ce qui lui manquait était précisément ce qu'Elara possédait, une voix créative reconnaissable, une discipline technique et la patience de transformer une idée en un vêtement réel. Julien découvrit rapidement qu'il pouvait lui offrir tout cela sans dépenser une fortune car il avait accès au studio, aux mots de passe et à la confiance de sa femme. Au début, il présenta la relation avec Solène comme une opportunité commerciale. Il dit qu'une influenceuse pouvait attirer des investisseurs et que ce serait peut-être sage de l'inviter à voir quelques pièces. Elara refusa gentiment. Elle ne voulait encore rien montrer. Ce refus ne mena pas à une dispute. Julien l'embrassa, dit qu'il comprenait, et cette même nuit, il photographia secrètement les premiers croquis. Dans les semaines qui suivirent, Elara commença à remarquer de petites anomalies qui ne semblaient pas assez significatives pour accuser qui que ce soit. Une armoire à dossier qu'elle laissait toujours fermée était légèrement entr'ouverte. Les photos de test mettaient plus de temps à charger depuis le cloud. Certaines pages portaient des empreintes digitales sur les bords, même si elle travaillait avec des gants pour éviter de les tacher. Quand elle demanda à Julien, il répondit que le stress affectait sa mémoire et lui suggéra de se reposer. Puis il proposa d'organiser les documents pour elle, d'engager quelqu'un pour les numériser ou d'en sauvegarder une copie sur un serveur d'entreprise. Elara lui fut reconnaissante de son aide car elle dormait mal depuis des mois et voulait croire que son mari partageait le fardeau. Elle ignorait qu'il avait créé un dossier parallèle avec des copies de chaque fichier où il remplaçait les dates, supprimait les signatures numériques et préparait des versions simplifiées pour que Solène puisse faire semblant de comprendre le processus. La trahison ne brisa pas sa porte. Elle avança lentement en utilisant les clés qu'elle lui avait elle-même données. Un après-midi de février, Julien apporta une bouteille de vin au studio et annonça qu'il avait trouvé une solution possible pour financer le défilé. Selon lui, un groupe d'investisseurs était intéressé, mais exigeait que toutes les communications passent par une SARL avec une image plus solide. Elara hésita. Son atelier fonctionnait comme une entreprise individuelle, et elle craignait de perdre son autonomie, mais Julien insista que ce n'était qu'une formalité. Il plaça plusieurs documents sur la table, marqua les lignes de signature avec des post-it et l'assura qu'il l'autorisait seulement à négocier les baux, les fournisseurs et les parrainages. Elara lut les pages, mais ne remarqua pas que parmi elles se trouvait une procuration générale pour gérer les comptes et représenter le studio auprès de tiers. Julien avait préparé le dossier avec l'aide d'un conseiller prêt à fermer les yeux. Quand elle signa, il l'embrassa avec une tendresse répétée. Cette nuit-là, il envoya un message à Solène, « Je peux déplacer l'argent et embaucher l'équipe maintenant. Renouveau sera à toi avant l'été. » Solène commença à publier des images ambiguës depuis un loft de Soho que Julien avait loué avec les fonds de l'atelier. Elle ne montrait jamais une robe entière. Elle révélait une manche, une texture, l'éclat d'une boucle ou l'ombre d'un mannequin, accompagnant chaque photo de phrases sur le courage, la renaissance et les femmes qui ne demandent pas la permission. Elara trouva l'une de ses publications en prenant son petit déjeuner et sentit un frisson en reconnaissant la combinaison de velours bleu et de broderie dorée qu'elle avait choisie pour sa troisième pièce. Elle la montra à Julien, qui ne s'y a même pas. Il dit que ces tendances étaient partout et qu'elle devrait cesser d'imaginer du plagiat chaque fois que quelqu'un utilisait une couleur similaire. Puis il ajouta que son obsession était peut-être un signe d'insécurité, un mot qu'il savait la blesserait. Elara rangea son téléphone, honteuse, même si quelque chose en elle restait en alerte. Ce même après-midi, elle changea discrètement l'emplacement de 3 dossiers et plaça un fil rouge presque invisible entre le tiroir principal et le cadre de l'armoire. Le lendemain, le fil avait disparu. Elara ouvrit le tiroir et vit que les dossiers étaient toujours là, mais qu'une des feuilles centrales manquait. Le dessin de la robe finale, une pièce noire avec une structure interne inspirée des flèches Art déco du Chrysler Building. C'était le modèle le plus personnel de la collection car elle avait commencé à l'esquisser avec sa mère peu avant sa mort. Elara vérifia chaque surface, vida les boîtes, souleva les tissus et chercha même dans la poubelle sans la trouver. Julien arriva le soir et la trouva assise par terre entourée de documents. Il écouta son explication, fronça les sourcils et répondit qu'elle avait probablement mis la feuille ailleurs.
Quand Elara insista, il éleva la voix pour la première fois, déclarant qu'il ne pouvait plus supporter ces accusations indirectes. Puis il s'agenouilla, lui prit les mains et transforma sa colère en inquiétude, lui demandant si elle avait besoin d'aide professionnelle pour gérer son anxiété. Elle finit par s'excuser. Cependant, alors que Julien accrochait son manteau, elle vit une tache violette sur le revers de sa chemise. Ce n'était pas de l'encre ordinaire, mais le pigment sec d'une craie de tailleur française qu'elle utilisait pour marquer les motifs sombres et qu'elle gardait exclusivement dans le tiroir où se trouvait le dessin manquant. Le détail ne dura qu'une seconde car Julien retroussa ses manches et alla à la cuisine, mais ce fut suffisant pour que quelque chose en elle se brise. Elara ne le confronta pas. Elle attendit qu'il prenne sa douche. Elle prit la chemise du panier à linge et photographia la tache sous diverses lumières. Puis elle vérifia les journaux du système de sécurité de l'immeuble. La caméra du couloir montrait Julien entrant dans l'appartement en milieu de matinée, même s'il lui avait dit qu'il serait à Philadelphie toute la journée. Il quitta 20 minutes plus tard avec un tube de portfolio noir sous le bras. Pour la première fois, le soupçon cessa d'être un sentiment et devint une séquence d'événements. Elara appela Milo Dubois, un ami d'université et avocat en propriété intellectuelle. Ils ne s'étaient pas parlé depuis presque 2 ans. Non pas à cause d'une dispute, mais parce que Julien trouvait toutes les amitiés masculines de sa femme inconfortables et avait réussi à l'isoler avec de petites excuses. Milo écouta en silence et lui demanda de n'accuser personne encore. Il lui rappela que des mois plus tôt, elle lui avait envoyé plusieurs fichiers pour enregistrer les esquisses préliminaires. Bien que le processus complet ait été laissé en suspens par manque de temps, ces dépôts initiaux pouvaient prouver une chronologie créative, mais il devait protéger chaque pièce avant qu'elle ne soit présentée publiquement. Cette nuit-là, Elara scanna des dessins, photographia des tests de tissu, enregistra des versions haute résolution et rédigea des descriptions techniques. Milo prépara les enregistrements et utilisa un système de certification par horodatage qui liait chaque fichier à une date vérifiable. Pendant 3 jours, Elara fit semblant de travailler normalement tout en construisant, document par document, la défense que Julien n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait besoin contre lui. L'effort pour cacher sa peur commença à la transformer. Elle ne laissa plus les dossiers originaux dans le studio, mais les rangea dans un coffre-fort au nom de Milo. Elle créa des copies chiffrées, imprima des emails et nota chaque changement étrange dans un carnet qu'elle portait toujours. Elle installa également une petite caméra dirigée vers le plan de travail, non pas pour espionner son mari, mais pour confirmer ce qu'elle résistait encore à accepter. Les premiers enregistrements ne montraient rien. Julien entrait, laissait le café, lui caressait l'épaule et partait. Elara commença même à se demander si elle ne détruisait pas son mariage à cause d'une coïncidence. Mais le 4e jour, alors qu'elle prétendait être à un rendez-vous chez le médecin, la caméra enregistra Julien fermant les rideaux, photographiant cette croquis et connectant un appareil à son ordinateur. Avant de partir, il prit son carnet d'échantillons, en arracha 2 pages et nettoya soigneusement la table. Elara regarda la vidéo sans pleurer. La douleur était trop précise pour se transformer encore en larmes. Cette même semaine, Julien annonça que les négociations avec les prétendus investisseurs avaient échoué. Il expliqua que personne ne faisait confiance à une designer inconnue et recommanda de mettre le projet de côté pendant 1 an. Elara feignit la déception et demanda ce qu'il adviendrait des fonds de l'atelier. Il répondit qu'il en avait utilisé une partie pour des études de marché et que le reste était bloqué dans des contrats avec des fournisseurs. Quand elle demanda à voir les comptes, Julien se montra offensé. Il prétendit qu'il avait travaillé gratuitement pendant des mois pour l'aider et que son manque de confiance était humiliant. Puis il quitta l'appartement et passa la nuit avec Solène. Elara attendit l'aube pour accéder à un ancien portail bancaire en ligne. Elle découvrit des virements vers une entreprise appelée SR Atelier, enregistrés seulement 2 semaines plus tôt, et des paiements pour le loyer, la production et les relations publiques. Les initiales correspondaient à Solène Leroy. L'argent de « Renouveau » finançait la naissance publique de la femme occupant la place secrète de sa créatrice. Elara imprima les transactions et les apporta à Milo, qui confirma que la procuration qu'elle avait signée permettait à Julien d'opérer les comptes, mais pas d'approprier les fonds pour une entreprise sans rapport. Il y avait une base pour une réclamation, mais il devait encore prouver le lien entre SR Atelier et les designs enregistrés. Milo recommanda de déposer une plainte immédiatement, mais elle demanda quelques jours. Elle savait que si Julien sentait le danger, il cacherait les fichiers, ferait pression sur le personnel et transformerait l'affaire en une dispute conjugale, elle a dit. Elle devait connaître toute l'étendue du plan. Alors, elle rentra chez elle,
prépara le dîner et demanda à son mari s'il croyait toujours en elle. Julien soutint son regard et répondit qu'il la soutiendrait toujours. Mais peut-être devrait-elle accepter que toutes les personnes talentueuses ne sont pas destinées à réussir. Et Lara ressentit un mélange de dégoût et de clarté. L'homme en face d'elle ne lui volait pas seulement ses créations, il affaiblissait sa confiance afin que lorsque Solène apparaîtrait avec elle douterait même de son droit de les revendiquer. 2 jours plus tard, une enveloppe noire sans adresse d'expéditeur arriva à l'appartement. À l'intérieur, une invitation à la présentation privée d'une nouvelle créatrice pendant la Fashion Week de New York. Le nom de Solène Leroy était imprimé en lettres d'or, et en dessous, la collection « Renouveau » était annoncée. Et Lara tint la carte si longtemps que ses bords laissèrent des marques sur ses doigts. Au verso, quelqu'un avait écrit à la main « Venez apprendre ce qui se passe quand une femme a le courage de montrer ses idées ». Elle reconnut l'écriture de Solène d'après des notes qu'elle avait vues sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas seulement une provocation. C'était la confirmation qu'elles savaient toutes deux qui était la véritable auteure. Julien entra quelques minutes plus tard et feignit la surprise à l'invitation. Il dit que Solène avait probablement choisi le même titre par coïncidence et suggéra de ne pas y assister pour éviter une scène embarrassante. Elle leva les yeux, sourit sereinement et répondit qu'il avait raison. Ce n'était pas le moment de faire une scène encore. Cette nuit-là, pendant que Julien dormait, elle plaça l'invitation à côté de la photo de la tache violette, de la vidéo du studio, des virements bancaires et des enregistrements certifiés. Pour la première fois, elle put voir la trahison comme une carte complète. Il manquait des pièces, mais le chemin menait déjà à une destination visible. Julien prévoyait de présenter le travail de sa femme sous le nom de son amante, de conclure des affaires, puis de la convaincre d'abandonner le design pour toujours. Elle éteignit la lampe et se tint près de la fenêtre, regardant les lumières de Manhattan. Elle ne savait pas encore ce qu'elle perdrait avant de retrouver son nom, mais elle comprit que le silence pouvait être une forme de résistance lorsqu'il était utilisé pour écouter, enregistrer et attendre. Dans la chambre, Julien murmura le nom de Solène dans son sommeil. Et Lara ne se retourna pas. Elle mit le dossier dans son sac et décida d'assister à ce défilé. Non pas comme une épouse bafouée, mais comme l'auteur qui laisserait ses voleurs exposer chaque pièce à conviction devant le monde entier. Le matin suivant la réception de l'invitation, Lara se réveilla avant Julien et trouva l'appartement plongé dans un étrange silence, trop propre pour une maison où 2 personnes faisaient encore semblant d'être mari et femme. Elle glissa la carte noire au fond de son sac à main, prépara du café et regarda Julien dormir avec le visage serein de quelqu'un qui ne craint pas d'être découvert. Pendant des années, elle avait interprété cette tranquillité comme de la confiance. Maintenant, elle comprit que c'était de l'impunité. Quand il ouvrit les yeux, elle lui demanda s'il avait bien dormi et parla de la journée avec une naturelle presque parfaite. Il dit qu'il devait se rendre à Boston pour une réunion financière et qu'il rentrerait probablement tard. Et Lara acquiesça, bien qu'elle sût déjà que le billet de train qu'il avait acheté n'était pas pour Boston, mais pour Philadelphie, où Solène assistait à un gala privé pour présenter sa nouvelle image à plusieurs cadres du textile. Elle ne le contredit pas, se contenta de sourire, de lui souhaiter bonne chance et d'attendre d'entendre la porte se fermer avant d'appeler Milo. À midi, Lara se rendit à l'ancien atelier du quartier de la mode où ses prototypes étaient fabriqués. Elle trouva la grille de sécurité baissée et un nouveau panneau annonçant des rénovations. Bien que le son incomparable des machines industrielles provînt de l'intérieur, elle frappa plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jeune homme en t-shirt noir avec une accréditation SR Atelier ouvre la porte. En la voyant, son expression changea. D'abord, il sembla la reconnaître. Puis, il fit semblant de ne pas savoir qui elle était. Lara dit qu'elle cherchait Marie, mais il répondit que personne de ce nom ne travaillait là. Avant qu'il ne puisse fermer la porte, une porte à l'arrière s'ouvrit et Lara aperçut une rangée de robes couvertes de housse transparente. Sur l'une d'elles, elle reconnut le motif d'épaule du modèle, Horizon, une structure qu'elle avait corrigée cette fois pour que le tissu flotte sans perdre sa forme. Elle vit également une femme se cacher rapidement derrière un paravent. C'était Marie. Lara ne cria pas et n'essaya pas de forcer son entrée. Elle posa simplement sa main sur la porte et prononça son nom avec une déception si profonde que la modéliste baissa la tête. Ce même après-midi, Marie l'appela d'un numéro inconnu et lui demanda de la rencontrer dans un café près de Grand Central. Elle arriva nerveuse, sans maquillage et jetant constamment des coups d'œil à la porte. Elle confessa que Julien avait fermé l'atelier original, invoquant des pertes, puis avait offert de nouveaux contrats à presque toute l'équipe par le biais d'une autre entreprise.
Il leur avait assuré qu'Elara avait vendu la collection et abandonné le projet en raison de problèmes émotionnels. Lorsque Marie exprima des doutes, un avocat lui montra un document signé par Elara et la prévint que la divulgation d'informations entraînerait un procès qui pourrait la ruiner. La femme sortit une copie de l'accord de non-divulgation de son sac et la glissa sur la table. Elara reconnut une signature similaire à la sienne, bien que l'inclinaison des lettres ne corresponde pas. Marie commença à pleurer. Elle dit qu'elle n'avait pas voulu la trahir, mais qu'elle devait payer la maison de retraite de sa mère. Elara lui prit la main et promit de ne pas la blâmer, même si elle sentait intérieurement que Julien avait transformé sa confiance en une cage pour tout le monde. Le document fourni par Marie contenait quelque chose de plus troublant que la signature falsifiée. L'une des clauses stipulait que SR Atelier avait acquis les droits d'exploitation de « Renouveau » auprès d'Elara Finch pour un montant qu'elle n'avait jamais reçu. Milo examina la copie cette nuit-là et souligna qu'elle manquait d'annexes, de notarisation et de références bancaires. Il était donc probable qu'il s'agissait d'un contrat conçu pour intimider les travailleurs, et non d'un transfert valide. Cependant, l'existence du document prouvait que Julien était en train de construire une version légale du mensonge. Elara se souvint de toutes les fois où il lui avait demandé de signer des piles de documents en urgence et ressentit une peur froide. Il aurait pu utiliser une page de signature authentique et l'attacher à de faux documents. Milo lui conseilla de revoir chaque acte, procuration et autorisation accordée pendant leur mariage. Il la prévint également que Julien pourrait essayer de la faire déclarer instable, incapable de gérer l'atelier ou responsable de ses pertes. Elara répondit qu'il avait déjà commencé. Chaque fois qu'elle remettait quelque chose en question, il évoquait l'anxiété, l'épuisement ou la jalousie. Pendant qu'Elara rassemblait les documents, Solène devint une figure régulière des magazines numériques, des émissions matinales et des réceptions privées. Elle parlait d'une enfance humble, de nuits passées à dessiner en secret, et d'une sensibilité que, selon elle, personne n'avait voulu reconnaître avant que Julien ne lui donne sa chance. Elara regardait des extraits de ses interviews et écoutait Solène raconter des souvenirs qui appartenaient en réalité à sa propre vie, l'habitude de coudre sous la table de la cuisine, la première robe faite avec de vieux rideaux, la promesse à une mère malade d'atteindre un jour un grand podium. Il n'avait pas seulement volé des lignes et des tissus. Il s'appropriait sa biographie pour donner de la crédibilité à la marque. Dans une interview, Solène montra un carnet avec des taches de café et affirma que « Renouveau » était né là. Elara reconnut la couverture verte d'un de ses journaux perdus depuis longtemps. La caméra se concentra pendant seulement 2 secondes sur une page intérieure, assez longtemps pour voir une note de sa propre écriture. Elle enregistra toute l'émission et en envoya une copie à Milo. Le lendemain, Elara constata qu'elle ne pouvait plus se connecter à la plateforme bancaire en ligne de l'atelier. Le mot de passe avait été modifié et le numéro de récupération appartenait à Julien. Elle perdit également l'accès à l'email professionnel, à la base de données des fournisseurs et au calendrier de livraison. Quand elle appela la banque, une employée l'informa que son mari était répertorié comme le représentant avec pleine autorité pour gérer les comptes, bien que tout transfert extraordinaire devait être justifié. Elara demanda un relevé complet et trouva des paiements à des agences de presse, des stylistes, des hôtels et des locations de voitures de luxe pour Solène. Il y avait même une facture pour des bijoux utilisés lors d'une séance photo. La somme dépassait ce qu'elle avait économisé en 5 ans. À la fin du document, un transfert encore plus important apparaissait avec la description « Avance sur production internationale ». Le bénéficiaire était une société du Delaware liée à un groupe textile intéressé par l'achat de licences. Elara comprit que le défilé n'était pas seulement un acte de vanité. Julien préparait un accord qui ferait du vol une transaction commerciale irréversible. Milo demanda des informations sur la société et découvrit que SR Atelier était enregistré au nom de Solène, mais Julien était répertorié comme représentant autorisé et bénéficiaire de plusieurs transactions. Ils avaient construit l'entreprise rapidement en utilisant l'adresse d'un agent enregistré et un capital initial qui correspondait presque exactement à l'argent retiré de l'atelier d'Elara. Ils ne pouvaient pas encore accéder au contrat privé, mais la piste était suffisante pour demander des mesures conservatoires s'il pouvait rassembler des preuves que les designs exploités lui appartenaient. Milo voulait déposer la plainte immédiatement. Elara refusa à nouveau, non par peur, mais parce qu'elle craignait qu'une action prématurée ne permette à Julien d'annuler la présentation, de cacher les vêtements et de prétendre qu'il s'agissait d'un tout autre projet. Elle avait besoin que les robes soient vues, photographiées et publiquement associées à Solène. Chaque interview, chaque publication et chaque invitation augmentait la valeur des preuves. Milo la regarda avec inquiétude et lui demanda si elle pouvait supporter de voir une autre femme recevoir des applaudissements pour le travail de sa vie.
Et Lara répondit qu'elle supporterait une nuit de faux applaudissements pour revendiquer des années de vérité. Solène, convaincue qu'Elara était vaincue, commença à la chercher plus directement. Elle appela d'un numéro privé et parla avec une gentillesse venimeuse. Elle dit qu'elle était désolée que Julien n'ait pas su mettre fin à son mariage avant de tomber amoureux d'elle et que peut-être tout aurait été moins douloureux si Elara avait accepté que certaines femmes étaient nées pour créer en silence tandis que d'autres avaient le courage de se mettre en avant. Elara activa l'enregistreur de son téléphone et demanda ce qu'elle entendait par « créer en silence ». Solène se corrigea immédiatement, affirmant qu'elle parlait en termes généraux, puis ajouta que l'invitation au défilé était toujours ouverte. Elle voulait qu'Elara soit témoin du succès qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule. Avant de raccrocher, elle l'assura que Julien préparait le divorce et que bientôt l'appartement ne serait plus à elle non plus. La menace était destinée à l'humilier, mais elle eut l'effet inverse. Elara réalisa que Solène connaissait des détails financiers et juridiques que seul Julien aurait pu lui révéler. L'amante n'était pas un instrument passif. Elle était une participante consciente de la dépossession. Cet après-midi-là, Julien arriva avec un avocat nommé Gérard Duval. Sans demander la permission, ils étalèrent plusieurs papiers sur la table à manger. Julien expliqua que leur mariage était devenu intenable et qu'une séparation discrète éviterait un scandale préjudiciable aux deux. Il offrit une somme modeste, l'utilisation temporaire de l'appartement et l'option de conserver certaines machines de l'atelier. En retour, elle devait renoncer à toute réclamation sur les activités commerciales qu'il avait gérées ces derniers mois. Gérard parla d'épuisement émotionnel, de mauvaise gestion et de dettes qu'il insinuait pourraient finir par retomber sur Elara. Elle lut chaque page sans montrer de réaction. Une clause faisait référence à « renouveau », comme un projet créatif inachevé sans valeur commerciale. C'était une contradiction flagrante. Alors que Solène le présentait comme la grande collection de la saison, Julien essayait de le déclarer sans valeur dans le divorce. Elara demanda 24 heures pour l'examiner. Julien sourit, certain que la pression financière la briserait. Quand les hommes partirent, Milo vint à l'appartement et photographia tous les documents. Il identifia plusieurs clauses abusives et une renonciation conçue pour empêcher de futures actions pour détournement. Il découvrit également que Julien avait l'intention de faire supporter à Elara une dette envers des fournisseurs qui correspondait en réalité à la production de SR Atelier. Si elle signait, elle perdrait non seulement le contrôle de son travail, mais pourrait finir par payer le lancement de Solène. Elara comprit enfin toute l'ampleur du plan. Son mari voulait la rendre financièrement responsable du vol, la présenter comme une créatrice ratée et quitter la relation comme l'homme d'affaires qui avait sauvé une idée sans propriétaire. Milo l'exhorta à quitter l'appartement cette nuit-là même. Craignant que Julien ne détruise des preuves ou ne devienne plus agressif en apprenant qu'elle consultait un avocat, Elara refusa de fuir. Le studio contenait encore des traces qu'elle ne pourrait peut-être pas récupérer plus tard. Au lieu de partir, elle dupliqua les fichiers, cacha une clé USB cryptée et prépara un petit sac au cas où elle devrait partir immédiatement. 2 jours plus tard, une ancienne assistante nommée Chloé contacta Elara via un compte anonyme. Elle envoya des photos du nouvel atelier, des listes de production et des captures d'écran d'une conversation de groupe interne où Solène donnait des instructions copiées littéralement des carnets d'Elara. Dans certains messages, Julien corrigeait le personnel lorsque Solène confondait les tissus ou les proportions. Dans d'autres, il exigeait la suppression de toute étiquette ou marque initiale qui pourrait lier les vêtements à sa femme. Chloé expliqua qu'elle avait conservé les captures d'écran parce qu'elle craignait d'être accusée de faux. Elle révéla également que plusieurs pièces avaient des problèmes techniques car Solène modifiait des détails sans comprendre la structure originale. Un mannequin était tombé lors d'un essayage parce qu'ils avaient changé le poids d'une jupe sans ajuster le support interne. Julien ordonna que l'incident soit étouffé et blâma les couturières. Elara ressentit de la rage non seulement face au plagiat, mais aussi face au fait qu'il détruisait son travail et mettait d'autres personnes en danger pour maintenir une image. Elle promit à Chloé de protéger son identité jusqu'à ce qu'elle soit prête à témoigner. Ces informations permirent à Milo d'élaborer une stratégie plus solide. Si les vêtements conservaient des détails uniques décrits dans les enregistrements, une comparaison technique serait difficile à réfuter. De plus, les instructions internes prouvaient que Julien connaissait l'origine des designs et dirigeait activement la suppression de ces marques. Elara examina chaque capture d'écran et remarqua quelque chose que personne d'autre n'aurait jugé important. Dans la robe, Aurore, Solène avait ordonné de couvrir la broderie EF avec un ruban de soie. Le message incluait une photo prise de l'intérieur du vêtement. L'existence de cette commande prouvait qu'ils avaient trouvé sa signature et avaient décidé de la cacher.
Milo sourit pour la première fois depuis des jours. Il dit qu'essayer d'effacer une marque d'auteur pouvait être plus incriminant que de la laisser intacte. Et Lara lui demanda de certifier immédiatement les images, puis écrivit à Isabelle Leclerc depuis une adresse sécurisée. Elle ne raconta pas toute l'histoire, demandant seulement quelle procédure l'organisation suivait lorsqu'il y avait des doutes sur l'auteur d'une collection. La réponse arriva 1 heure plus tard, toute plainte documentée serait examinée confidentiellement. Isabelle accepta de la rencontrer dans une salle privée de la bibliothèque du Costume Institute. C'était une femme au geste sobre, habituée à entendre des promesses exagérées de designers et de représentants. Mais son expression changea lorsqu'elle vit les premiers enregistrements. Elle compara les dates, les images du processus et les détails techniques avec le dossier que Solène avait soumis. Dans ce dernier, les descriptions étaient superficielles et plusieurs photos semblaient coupées de fichiers antérieurs. Isabelle ne pouvait pas suspendre une participante uniquement sur la base d'une conversation, mais elle reconnut que les coïncidences étaient sérieuses. Elle offrit d'interrompre provisoirement le défilé pendant qu'un comité enquêtait. Et Lara surprit Isabelle et Milo en demandant le contraire. Elle expliqua que Julien devait achever le lancement pour conclure les contrats et que s'ils annulaient, il affirmerait que les robes n'avaient jamais été présentées ou exploitées. Elle voulait que l'organisation conserve des copies de tous les matériaux, enregistre l'ordre d'apparition des vêtements et s'assure que les caméras officielles enregistrent toute la collection. Isabelle accepta, mais la prévint qu'une telle décision pourrait la détruire émotionnellement. La pression commença à se manifester sur le corps d'Elara. Elle dormait peu, mangeait sans faim, et se réveillait en pensant entendre des tiroirs s'ouvrir dans le studio. Julien, quant à lui, alternait entre le mépris et une gentillesse encore plus dérangeante. Un jour, il parlait du divorce comme d'une libération inévitable. Le lendemain, il préparait le petit déjeuner et se souvenait de bons moments, essayant de jauger ce qu'elle savait. Et Lara réalisa qu'il la surveillait tout comme elle le surveillait. Chaque question était un test, chaque silence, une trahison potentielle. Pour se protéger, elle fit semblant d'accepter l'histoire selon laquelle Renouveau avait échoué. Elle rangea ses tissus, démonta 2 mannequins et dit qu'elle pourrait chercher un poste d'enseignante. Julien sembla se détendre. Il proposa même de la recommander à une petite académie avec la condescendance de quelqu'un qui fait la charité. Cette nuit-là, il appela Solène depuis le balcon et l'assura qu'Elara avait abandonné. Elle écouta derrière le rideau, immobile. Pour la première fois, elle sentit que son silence n'était pas une faiblesse, mais le déguisement qui lui permettait de se rapprocher de la vérité. Cette confrontation silencieuse finit par éveiller les soupçons de Julien. Une nuit, il rentra plus tôt que prévu, traversa le studio sans allumer les lumières et découvrit la petite marque qu'Elara avait laissée près d'une armoire à dossier. Le lendemain, il ordonna de changer les serveurs, de retirer des documents de l'appartement et d'accélérer la signature du divorce. Lara rentra chez elle avant lui et trouva le studio en désordre, des cartons, des disques durs et plusieurs factures manquaient. La caméra cachée avait été arrachée du mur, bien que ses enregistrements fussent automatiquement stockés hors site. La vidéo montrait Julien, accompagné de Gérard Duval, triant des papiers et parlant de nettoyer toute trace avant le défilé. Ils mentionnèrent également un dossier bleu qui devait être déplacé dans un coffre-fort. Lara ne savait pas ce qu'il contenait, mais leur urgence indiquait que cela pouvait être important. Le lendemain matin, Julien trouva Lara assise dans la salle à manger avec les papiers du divorce. Elle n'avait signé que la dernière page, mais pas le document qui l'attendait. C'était une requête légale préparée par Milo pour geler les comptes, les contrats et les dossiers liés à l'atelier jusqu'à ce que leur propriété soit clarifiée. Lara ne la lui tendit pas. Elle la mit dans son sac avant que Julien ne puisse la lire. Elle lui dit qu'elle avait besoin de quelques jours de plus et qu'elle assisterait au défilé. Il perdit patience. Il frappa sa main sur la table et déclara que Solène occuperait la place qu'Elara n'avait jamais su défendre. Puis il affirma que même si elle avait de vieux dessins, elle ne pouvait pas prouver que les robes sur le podium étaient les mêmes. Lara écouta attentivement car dans sa tirade, il avait involontairement reconnu l'existence de ces croquis. Julien réalisa son erreur trop tard et quitta l'appartement en trombe. Lara appela Milo et répéta chaque mot. Le défilé était encore dans plusieurs semaines, mais le scandale avait déjà commencé en privé. Cette nuit-là, Lara ouvrit la boîte où elle conservait un échantillon de chaque tissu utilisé pour « Renouveau ». Elle passa ses doigts sur le velours, l'organza et la soie comme si elle touchait des fragments d'une vie que d'autres essayaient de réécrire. Pendant des mois, elle avait eu honte de ne pas avoir détecté la trahison plus tôt.
Mais elle commença à comprendre que la faute appartenait à ceux qui avaient utilisé l'amour comme un point d'accès. Elle ne pouvait pas changer le moment où elle avait remis les clés, signé des autorisations ou cru les paroles de Julien. Mais elle pouvait décider quoi faire de ce qu'elle avait découvert. Elle tria les preuves en 3 groupes, l'auteur, l'accès et l'exploitation. Puis elle rédigea une chronologie du premier croquis au dernier transfert. À l'aube, l'histoire complète remplissait 40 pages. Sur la couverture, elle plaça une photographie de la broderie EF et une courte phrase, « La vérité n'a pas besoin d'être inventée. Elle a seulement besoin d'être préservée. » Elle ferma le dossier et réalisa qu'elle ne se battait plus seulement pour récupérer une collection, mais pour empêcher que son silence ne soit utilisé comme consentement. Les jours suivants, Elara transforma la chambre d'amis en une archive secrète. Elle y disposa des copies de contrats, des relevés bancaires, des photos de prototypes et des captures d'écran de messages de SR Atelier. Chaque document prouvait une partie de la tromperie, mais un lien définitif et indéniable entre les dessins enregistrés et les vêtements que Solène présenterait comme les siens manquait encore. Milo insista sur le fait qu'un juge pourrait ordonner une inspection, mais une demande prématurée alerterait Julien, lui permettant de changer les étiquettes, de modifier les fichiers ou de cacher le matériel original. Elara devait trouver le dossier bleu mentionné dans l'enregistrement. Elle était convaincue qu'il contenait le contrat international ou une preuve que Julien avait peur de laisser dans l'appartement. Elle se souvint que son mari louait depuis des années un coffre-fort privé près de Columbus Circle. Il n'avait jamais expliqué ce qu'il y gardait. Elle avait supposé qu'il s'agissait de documents familiaux. Maintenant, elle soupçonnait qu'il contenait le cœur financier de la trahison. Milo déposa une requête limitée auprès du tribunal pour conserver les mouvements bancaires et les registres commerciaux sans encore révéler l'accusation de plagiat. En attendant une réponse, il demanda à Elara de reconstituer l'origine exacte de chaque dessin. Il ne suffisait pas de revendiquer que les robes étaient les siennes. Elle devait expliquer quand chaque idée était née, quel changement elle avait apporté et qui avait été témoin du processus. Elara passa des heures à revoir de vieilles photos et des messages envoyés aux couturières. Elle découvrit que presque chaque vêtement avait laissé une trace quotidienne, une question sur une fermeture éclair, l'achat d'un bouton, une correction de manche, une photo prise devant le miroir. Ces détails semblaient insignifiants à l'époque, mais ensemble, ils formaient une chronologie que Solène ne pourrait jamais reproduire. La fausse créatrice avait des dessins et des vêtements finis, mais elle ne possédait pas le cheminement entre eux. Elle ne savait pas pourquoi un motif avait été corrigé, quelle erreur avait forcé une substitution de tissu, ou quel souvenir personnel avait inspiré chaque silhouette. Elara réalisa que l'auteur vivait aussi dans les décisions invisibles. La pièce la plus cruciale de la preuve vint d'un appel de Marie. La modéliste se souvint qu'avant la fermeture de l'atelier original, Julien avait ordonné de déplacer plusieurs cartons vers une unité de stockage industriel en périphérie du Queens. Parmi eux se trouvait une malle grise où Elara conservait ses premiers prototypes, des échantillons de couture et un grand carnet de notes manuscrites. Julien avait dit au personnel que tout serait détruit car cela appartenait à une collection annulée. Marie ne savait pas si la malle était toujours là, mais elle avait une copie de l'ordre de transport. Le pouls d'Elara s'accéléra. Ce carnet contenait les premières versions de « Renouveau », des photos d'essayage sur des mannequins et de petits échantillons de tissu épinglés aux pages. S'il existait encore, il prouverait que la collection avait évolué sous ses mains pendant des mois. Milo la prévint qu'il ne pouvait pas entrer illégalement dans le centre de stockage. Marie, cependant, était toujours répertoriée comme employée autorisée de l'entreprise propriétaire de l'espace et accepta de les accompagner pour demander le retour des faits personnels. Le centre de stockage était composé de longs couloirs métalliques éclairés par des tubes fluorescents. Le responsable vérifia la documentation de Marie et déclara que plusieurs cartons avaient été retirés 2 semaines plus tôt par un représentant de Julien, mais d'autres restaient non triés. Après presque 1 heure, ils trouvèrent la malle grise derrière des rouleaux de carton et des cadres en bois. La serrure avait été forcée. À l'intérieur, plusieurs dossiers manquaient, mais le carnet d'échantillons était toujours caché sous un morceau de mousseline. Elara l'ouvrit d'une main tremblante. Il y avait les notes de sa mère à côté de l'esquisse de la robe noire, des taches de pigments, des reçus datés et des photos instantanées la montrant ajuster les premiers prototypes. Chaque page portait des corrections, des mesures et des observations techniques impossibles à improviser. Milo demanda à tout le monde de ne plus rien toucher jusqu'à ce qu'un notaire puisse arriver pour certifier la découverte. Elara serra le carnet contre sa poitrine, et pour la première fois depuis la découverte du vol, elle laissa les larmes couler sans honte. L'affidavit notarié enregistra l'état de la malle,
l'ordre de transport et chaque article récupéré. Parmi les pages, ils trouvèrent également une enveloppe scellée qu'Elara ne se souvenait pas avoir rangée. À l'intérieur se trouvait un disque dur externe et une note écrite par Chloé des mois plus tôt. L'assistante expliquait qu'elle avait fait une sauvegarde avant que Julien ne change les identifiants d'accès car elle craignait que la nouvelle direction ne supprime des fichiers importants. Le disque contenait des versions successives des designs, des emails avec les fournisseurs et des photos prises automatiquement pendant son travail. En examinant les données, Milo découvrit quelque chose de décisif. De nombreux fichiers conservaient des métadonnées de création, des identifiants de l'ordinateur d'Elara et des journaux de modification datant d'avant la naissance légale de SR Atelier. Certaines images que Solène avait incluses dans son dossier étaient des copies recadrées de ces documents. Elle conservait même le nom d'utilisateur d'Elara Finch dans des couches cachées. Julien avait changé les titres et les dates visibles, mais il n'avait pas compris que l'information technique restait intégrée. La tentative de falsification portait la signature numérique de la femme qu'ils avaient l'intention d'effacer. Milo engagea une experte en informatique forensique pour examiner le disque sans en altérer le contenu. La spécialiste, Martine Dupont, réalisa des copies forensiques et compara les fichiers avec le dossier que Solène avait présenté à l'organisation. Sa conclusion préliminaire était accablante. Les photos provenaient du même appareil. Plusieurs images avaient été exportées du logiciel utilisé, et certains documents de Solène contenaient des restes de couches supprimées montrant des initiales, des commentaires et des dates originales. Martine expliqua qu'un fichier numérique pouvait être altéré cosmétiquement, mais que chaque modification laissait une trace. Julien avait été prudent quant à ce qu'un journaliste pouvait voir, mais pas quant à ce qu'un expert analyserait. Elle trouva également des journaux d'accès à distance à l'ordinateur de l'atelier depuis une adresse IP liée à l'appartement de Solène. Cela prouvait que l'amante avait personnellement ouvert et examiné les documents. Elle ne pouvait plus se présenter comme une femme trompée par Julien, qui avait reçu des designs les croyant légitimes. Elle avait à plusieurs reprises pénétré dans des dossiers où le nom d'Elara était clairement visible. Isabelle reçut le rapport provisoire lors d'une réunion tenue tard dans la nuit dans les bureaux de l'événement. Elle lut les premières pages sans interruption, puis ferma les stores. Elle confessa que Solène venait de soumettre une version actualisée du dossier accompagnée d'un affidavit d'auteur sous serment et d'une liste d'acheteurs intéressés. Le défilé serait diffusé dans plusieurs pays et le groupe Dubois prévoyait d'annoncer l'acquisition de licences à la fin de la nuit. Si Elara disait la vérité, l'événement pourrait se transformer en l'un des plus grands scandales récents de la mode américaine. Isabelle proposa une fois de plus de suspendre la participation de Solène, mais Elara maintint sa décision. Elle avait besoin que les coupables revendiquent publiquement la propriété des œuvres. Sans cette déclaration, Julien prétendrait qu'il ne s'agissait que de prototypes partagés au sein d'un mariage. Milo soutint la stratégie à une condition, l'organisation devait conserver des enregistrements complets, consigner l'arrivée de chaque vêtement et interdire à toute pièce de quitter les lieux après le défilé sans autorisation. Le risque s'accrut lorsque Gérard Duval envoya une notification formelle. Il l'accusait d'avoir accédé sans permission aux informations corporatives de SR Atelier et exigeait qu'elle remette toutes les copies en sa possession. Il la prévenait également que la divulgation de données pendant le défilé entraînerait un procès de plusieurs millions de dollars pour dommages à la réputation. Le document mentionnait des captures d'écran et des journaux que seul Julien pouvait savoir qu'elle possédait. Elara réalisa que quelqu'un de l'atelier devait l'avoir informé des questions de Marie ou de sa rencontre avec Chloé. Milo répondit en niant les accusations et en leur rappelant que de nombreux documents provenaient de comptes appartenant à Elara. Cependant, la menace révéla que Julien sentait déjà le danger. Cette nuit-là, il arriva à l'appartement avec 2 employés d'une entreprise de sécurité. Il dit qu'il devait retirer l'équipement appartenant à l'atelier et leur ordonna de prendre l'ordinateur principal. Elara n'objecta pas, car Martine avait déjà fait une copie forensique. Julien s'attendait à la voir désespérée, mais le calme de sa femme le déconcerta bien plus que n'importe quelle protestation. Avant de partir, Julien lui demanda directement si elle comptait se présenter au défilé. Elara répondit qu'elle avait reçu une invitation et souhaitait observer le travail d'une femme capable de créer une collection entière en quelques mois seulement. Il resta immobile, essayant de décider si la phrase contenait une menace. Puis il déclara que les couples mariés partageaient des idées, des contacts et des biens, et qu'il était absurde de parler de vol entre 2 personnes qui avaient construit une vie ensemble. Elara lui rappela que le partage exigeait le consentement. Le ton de Julien changea. Il affirma que Solène avait le visage, l'énergie et l'influence nécessaires pour vendre ce qu'Elara n'aurait jamais su défendre. Selon lui,
il avait sauvé des designs voués à rester dans un tiroir. Ces mots confirmèrent sa véritable logique. Il ne nia pas avoir pris la collection. Il se sentait en droit de le faire parce qu'il méprisait sa créatrice. Elara garda sa voix calme et lui demanda pourquoi, s'il était si sûr, il avait besoin de falsifier des contrats. Julien ne répondit pas et claqua la porte en partant. La conversation fut enregistrée par le téléphone d'Elara posé face contre table. Milo écouta l'audio plusieurs fois et souligna que Julien avait fait un aveu indirect. Ce n'était pas suffisant pour clore l'affaire à lui seul, mais cela renforçait le corps de preuve. Pourtant, quelque chose l'inquiétait, le contrat avec le groupe international. Si Julien parvenait à le signer avant qu'il ne puisse intervenir, il pourrait transférer de l'argent, cacher des fonds ou créer des droits dans d'autres pays. Il devait obtenir une copie sans commettre d'illégalité. Isabelle offrit une piste possible. En tant qu'organisatrice, elle avait reçu un résumé commercial qui incluait le nom du représentant du groupe, Pierre Moreau. Elara demanda une réunion confidentielle et ne lui montra que les enregistrements d'auteurs sans encore révéler toute la stratégie. Moreau réagit d'abord avec incrédulité, puis avec alarme. Son entreprise avait avancé une somme importante sur la base d'une garantie d'originalité signée par Solène et Julien. Si la collection était volée, eux aussi pourraient être victimes de fraude. Moreau remit à Milo une copie du pré-contrat. Ces annexes incluaient une déclaration où Solène jurait avoir créé chaque design sans collaboration externe. Julien était répertorié comme témoin, représentant commercial et responsable de la vérification des droits. L'accord incluait une clause qui libérerait un deuxième paiement juste après le défilé, une fois les vêtements publiquement exposés. Cette clause expliquait l'urgence et la décision d'éloigner Elara de l'événement. Ils avaient besoin que le défilé se conclue sans aucune réclamation visible. Le document révéla également que Julien prévoyait de transférer une partie de l'argent à une entreprise située en dehors des États-Unis. Moreau accepta de geler le paiement, bien qu'il ait demandé de maintenir l'apparence de la normalité afin de ne pas les alerter. Pour la première fois, Elara vit la peur de l'autre côté. Julien n'affrontait plus seulement une femme qu'il avait humiliée. Il avait trompé des investisseurs, falsifié des garanties et compromis la réputation d'une entreprise internationale. La scène qu'il avait construite pour couronner Solène commençait à se transformer en piège. Pendant ce temps, Solène intensifia sa campagne publique. Elle donna une interview exclusive dans laquelle elle décrivit la robe noire comme une représentation de la perte de sa mère. Elara dut arrêter la vidéo en entendant cela car ces mots appartenaient au souvenir le plus intime de sa vie. Sa mère avait esquissé les premières lignes de la structure inspirée de la flèche avec elle et lui avait demandé de la terminer un jour. Solène n'utilisait pas seulement le design. Elle transformait le chagrin d'une autre femme en une histoire promotionnelle. Elara ressentit l'impulsion de publier immédiatement les preuves, mais Milo lui rappela qu'une réaction émotionnelle pourrait permettre aux coupables de réclamer la diffamation et de se présenter comme des victimes. Au lieu de répondre, Elara ajouta une photographie au dossier, la montrant avec sa mère travaillant sur ce même croquis, daté de 7 ans auparavant. Elle conserva également un enregistrement vocal de sa mère, commentant l'idée de la robe. Cette pièce n'était plus seulement une propriété intellectuelle. C'était un souvenir de famille que Julien avait vendu sans en comprendre la valeur. Chloé accepta finalement de faire une déclaration notariée. Elle expliqua que Solène ne savait pas créer de motifs, ignorait les concepts de base de la couture et recevait des réponses préparées avant chaque interview. Julien avait engagé des coachs pour lui enseigner des phrases simples, bien qu'elle perdît patience dès qu'une question s'éloignait du script. Chloé raconta également que lors d'un essayage, Solène avait trouvé les initiales EF à l'intérieur de plusieurs vêtements et avait exigé leur suppression. Julien ordonna d'en couvrir certaines avec du ruban adhésif, d'en découdre d'autres, et d'en laisser 2 intactes car il craignait d'endommager le tissu. L'assistante se souvenait desquelles, Aurore, et la robe noire finale. Elara demanda à Isabelle de s'assurer que ces pièces apparaîtraient sur le podium sans autre modification. La directrice affecta discrètement un superviseur pour photographier l'intérieur de chaque robe dès son arrivée sur les lieux. Lorsque les premiers vêtements furent enregistrés, les initiales apparurent exactement là où Chloé l'avait indiqué. Les images furent certifiées avec la date, l'heure et le numéro d'inventaire. Les voleurs avaient apporté la signature qu'ils avaient essayé d'effacer sur scène. Le dossier bleu manquait toujours. L'occasion se présenta lorsque Marie se souvint du nom de la société de messagerie utilisée pour transporter les documents de l'appartement. Par une ordonnance du tribunal, Milo obtint le journal de livraison.
Le colis avait été déposé dans le coffre-fort privé de Julien, mais il ne contenait pas seulement des contrats de SR Atelier. L'inventaire décrivait des documents originaux de l'atelier d'Elara, des autorisations bancaires et plusieurs formulaires signés en blanc. Le juge autorisa la conservation du contenu en raison du risque de destruction, bien que Julien serait informé après l'ouverture. En présence d'un greffier, ils trouvèrent le dossier bleu aux côtés de timbres, de copies de signatures et de brouillons de contrats. À l'intérieur se trouvait une fausse version du transfert, renouveau, préparée pour faire croire qu'Elara avait vendu tous les droits pour une somme ridicule. La signature provenait d'une feuille différente et avait été insérée numériquement. Une liste intitulée « Plan de sortie » apparut également où Julien avait noté les étapes pour divorcer, charger les dettes sur sa femme et déplacer les bénéfices à l'étranger. Pendant des mois, elle s'était demandé si Julien agissait par ambition, par amour pour Solène ou par mépris pour elle. Le dossier lui donna une réponse cruelle. Tout avait été calculé. Il avait l'intention d'utiliser sa signature, de vider l'atelier, de discréditer sa santé mentale et d'effacer l'origine des vêtements avant de l'abandonner. Milo expliqua que la découverte pouvait justifier des accusations criminelles de faux, d'administration frauduleuse et de fraude. Cependant, les procédures devaient rester secrètes jusqu'à ce que les autorités puissent sécuriser les comptes et les appareils. Elara ferma le dossier et demanda à en conserver une copie certifiée. Elle n'essayait plus de convaincre son mari d'avouer, ni ne s'attendait à ce qu'il montre des remords. La vérité était écrite de sa propre main. La seule chose que Julien contrôlait encore était la scène publique. Et c'est précisément ce qu'Elara décida de lui prendre, au moment même où il le considérait comme son plus grand triomphe. 3 jours avant le défilé, Julien reçut une notification indiquant que certains comptes étaient en cours d'examen. Il appela à plusieurs reprises, mais elle ne répondit pas. Puis, il se présenta au petit appartement de Milo où elle logeait temporairement. Depuis l'interphone, il exigea de parler à sa femme, assurant qu'il pouvait arranger les choses avant qu'ils ne perdent tous les deux tout. Milo refusa de le laisser entrer. Julien cria qu'Elara ne comprenait pas le monde des affaires et qu'aucune preuve ne changerait le fait que Solène était désormais le visage reconnu de « Renouveau ». Elara écouta depuis la cage d'escalier sans bouger. Elle savait qu'il essayait de la provoquer pour savoir ce qu'elle savait. Enfin, Julien glissa une note sous la porte. Si elle apparaissait à l'événement, il révélerait publiquement ses problèmes émotionnels et montrerait des rapports médicaux prouvant son instabilité. Elara reconnut le nom de la clinique. Elle s'y était rendue une fois pour des insomnies. Accompagnée de lui, elle réalisa que même cette consultation avait été préparée dans le cadre de sa future défense. Milo enquêta sur les rapports et découvrit que Julien avait demandé des copies en utilisant l'autorisation générale de l'atelier, bien qu'il n'ait aucun droit d'accéder aux informations de santé. Le médecin n'avait jamais diagnostiqué de maladie mentale, seulement recommandé du repos pour le stress. Cependant, Gérard avait rédigé un résumé manipulé qui transformait l'épuisement en incapacité. Elara ressentit une légère peur à l'idée d'être humiliée devant les caméras, mais elle n'hésita plus. Elle prépara une brève déclaration et demanda à la clinique une certification authentique. Elle demanda également que Martine, Marie, Chloé et Moreau soient disponibles pendant le défilé, bien qu'aucun ne dût intervenir avant de recevoir un signal. Isabelle conçut un protocole pour modifier le contenu des écrans sans que l'équipe de Solène ne le sache. Les fichiers d'Elara seraient stockés dans un système séparé pour n'être projetés qu'à l'apparition de la dernière robe. Tout dépendait de tenir jusqu'alors. Une erreur, un soupçon ou une fuite pourrait amener Julien à retirer la collection et à s'échapper avec ce qu'il contrôlait encore. La veille de l'événement, Elara visita le lieu vide. Elle parcourut le podium tandis que les techniciens testaient les lumières et écouta l'écho de ses pas sur la surface blanche. Pendant des années, elle avait imaginé ce moment complètement différemment, son nom sur les écrans, sa mère au premier rang, et Julien la regardant avec fierté. Rien de tout cela n'existerait. Au lieu de cela, elle entrerait comme une femme discréditée, regarderait son amante porter ses souvenirs et permettrait à son mari de nier son identité. Isabelle s'approcha et lui demanda une dernière fois si elle voulait annuler. Elara regarda le rideau derrière lequel pendaient 18 robes enregistrées sous le nom de Solène. Elle répondit que le vol devait se montrer jusqu'au bout, afin que personne ne puisse appeler cela un malentendu. Puis elle demanda à voir la robe noire. À l'intérieur, elle trouva les points EF toujours intacts. À côté d'eux, presque estompés, subsistait une petite tache violette de la craie de tailleur française.
Et Lara comprit alors que cette tâche même avait parcouru tout le chemin de la trahison, du tiroir ouvert de son studio à la manchette de Julien, du motif volé au vêtement final. Elle photographia le détail et referma soigneusement la robe. En quittant les lieux, elle reçut un message de Solène avec une image de la scène illuminée. L'amante écrivit qu'elle espérait la voir dans le public pour qu'elle puisse apprendre comment une idée faible devient un empire. Et Lara ne répondit pas. Elle rangea son téléphone, serra contre sa poitrine la copie certifiée du dossier bleu et regarda une dernière fois les portes du pavillon. Le lendemain, Julien et Solène raconteraient leur histoire aux acheteurs, aux journalistes et aux caméras internationales. Elle les laisserait parler, sourire et s'attribuer le mérite de chaque détail. Puis, quand la dernière robe toucherait le podium, les dates, les voix, les fichiers et les témoins parleraient pour la femme qu'ils croyaient avoir effacée. Le soir du défilé, New York semblait avoir décidé d'illuminer chaque mensonge. Le centre d'art Hudson était entouré de voitures noires, de caméras et d'assistants pressés avec des écouteurs tandis que les invités remettaient leurs accréditations sous une pluie fine. Et Lara arriva seule, vêtue d'un tailleur gris simple, ne portant qu'un petit sac à main avec des copies certifiées des enregistrements, de la déclaration de la clinique et de la page du plan de sortie. Elle n'avait pas besoin d'attirer l'attention. Elle savait que Julien avait préparé la scène pour la présenter comme une femme rancunière. Elle avait à peine traversé le hall lorsque 2 agents de sécurité reçurent un ordre par radio et se positionnèrent devant elle. Julien apparut avec Solène, qui portait, Aurore, et souriait au photographe. Sans baisser la voix, il déchira l'accréditation d'Elara, la brisa et déclara que cette femme n'était pas une créatrice, mais une ancienne couturière, incapable d'accepter que Solène ait transformé des idées confuses en une véritable collection. Pendant quelques secondes, la salle se remplit de murmures et de flashs. Solène baissa les yeux avec une fausse expression de pitié, tandis que Julien plaçait une main protectrice sur son dos, jouant le rôle d'un homme défendant une créatrice harcelée pour les caméras. Et Lara regarda la robe et posa la question qu'elle avait gardée pendant des semaines, pourquoi la broderie intérieure de chaque vêtement forme-t-elle les initiales EF? Un journaliste italien demanda à voir. Un acheteur français consulta son dossier. 2 mannequins se regardèrent avec malaise derrière le rideau. Solène répondit que cela signifiait « futur éthéré », mais elle prononça la phrase avec une insécurité qu'aucune campagne de presse ne pouvait cacher. Julien ordonna aux gardes d'escorter Lara vers la sortie de service. Elle ne résista pas. Avant d'être emmenée, elle regarda Isabelle, qui se tenait près de la table de production, et toucha 2 fois le fermoir de son sac à main. C'était le signal convenu, le spectacle doit commencer, les caméras doivent continuer de tourner, et aucun vêtement ne devait être retiré. Isabelle la conduisit dans un couloir privé au lieu de l'expulser du bâtiment. Elle l'installa dans une petite salle technique avec vue sur la scène sur plusieurs moniteurs. Milo, Martine et un notaire attendaient là avec des documents organisés par ordre d'apparition. Moreau figurait parmi les acheteurs, feignant la normalité tandis que sa société maintenait le second paiement gelé. Marie et Chloé étaient entrées en tant que membres de l'équipe de couture, protégées par l'organisation et prêtes à témoigner. Et Lara prit une profonde inspiration en voyant la première robe s'approcher du podium. Chaque pièce portait une étiquette au nom de Solène Leroy, mais elle conservait aussi des décisions que seul son auteur pouvait expliquer. Isabelle lui rappela qu'elle pouvait encore tout arrêter. Et Lara secoua la tête. Elle avait besoin que Solène décrive publiquement la collection, que Julien confirme les droits et que les acheteurs entendent leur garantie. La vérité ne devait pas interrompre le mensonge avant qu'il n'ait fini de s'identifier. La musique commença, et Solène s'assit à côté de Julien devant la presse. Un présentateur annonça que « Renouveau » était l'œuvre d'une nouvelle voix féminine capable de mêler l'héritage américain à la modernité. Sur l'écran, des phrases des carnets d'Elara apparurent, désormais signées par Solène. Le premier modèle, Horizon, sortit sous une lumière bleue. Puis vint Seuil, Racine et Aurore. Et Lara reconnut dans chaque mouvement les nuits de travail, les erreurs corrigées et les conversations avec sa mère. Cependant, la construction montrait de petites altérations ordonnées par Solène pour simuler un apport créatif. Une manche tombait trop raidement. Une jupe avait perdu son équilibre. Plusieurs broderies étaient recouvertes de rubans. Ces imperfections la peinaient, mais elles démontraient aussi la distance entre copier une apparence et comprendre une structure. Dans une interview diffusée depuis le premier rang, Solène affirma avoir développé tous les motifs elle-même. Martine nota l'heure exacte de la déclaration et enregistra la vidéo.
Chaque mot prononcé transformait la tromperie en une affirmation vérifiable. Quand la 10e robe apparut, un reporter demanda à Solène la technique utilisée pour soutenir une jupe asymétrique sans altérer son drapé. Solène répondit par une phrase vague sur la liberté et le mouvement. Le journaliste persista, mentionnant le type d'entoilage et le système de poids interne. Julien intervint, disant qu'un artiste n'était pas obligé d'expliquer chaque secret technique. La réponse provoqua de petits sourires moqueurs de la part de plusieurs professionnels. Et Lara avait demandé à Isabelle que certaines questions surgissent naturellement sans encore révéler la plainte. Il ne s'agissait pas de tendre un piège artificiel, mais de vérifier si la supposée auteure pouvait décrire son propre travail. Solène confondit l'organza avec le chiffon, attribua une broderie manuelle à une machine inexistante, et affirma que la robe, Racine, avait été conçue après un voyage dans les Hamptons à une date pour laquelle des enregistrements certifiés existaient déjà. Martine nota chaque contradiction. Le public ne connaissait pas encore la vérité, mais l'image impeccable de la nouvelle créatrice commençait à se fissurer sous les yeux de ceux qui comprenaient le métier. Dans la loge, Chloé découvrit Gérard Duval tentant de retirer 2 cartons de documents et plusieurs housses de vêtements avant la sortie finale. Il affirma que Solène avait décidé de changer l'ordre du défilé, mais il n'avait aucune autorisation. La superviseure d'Isabelle bloqua la porte et exigea d'inventorier le matériel. À l'intérieur d'un carton, ils trouvèrent le ruban adhésif utilisé pour couvrir les broderies ainsi que des fils coupés montrant encore des fragments des initiales EF. Ils trouvèrent également d'anciennes étiquettes de l'atelier d'Elara et une liste d'instructions pour les remplacer. Le notaire enregistra la découverte tandis que Gérard protestait, affirmant qu'il s'agissait de propriété privée. Isabelle répondit que tout objet introduit dans le cadre d'une collection contestée devait rester sur les lieux jusqu'à ce que son origine soit clarifiée. Gérard appela Julien. Sur les moniteurs, Elara vit son mari quitter le premier rang pendant quelques secondes, entendre la nouvelle et perdre ses couleurs. Il retourna aux côtés de Solène, essayant de garder le sourire, mais il ne la toucha plus. Une distance apparut entre eux qu'ils avaient réussi à cacher auparavant. À 3 robes de la fin, Julien exigea de parler en privé avec Isabelle. La directrice y alla, accompagnée d'un représentant légal de l'événement. Il prétendit qu'Elara souffrait d'une obsession dangereuse, avait fabriqué des preuves et pouvait provoquer un incident. Il sortit le résumé médical manipulé d'un dossier et exigea qu'elle soit définitivement écartée. Isabelle lut le document sans réagir, puis lui montra la certification authentique de la clinique, qui ne faisait état que d'un épisode d'insomnie lié au stress professionnel. Elle l'informa également que son accès à ces données faisait l'objet d'une enquête. Il tenta d'arracher les papiers, mais l'agent de sécurité intervint. Isabelle le prévint que toute nouvelle tentative de retirer des vêtements, d'intimider des témoins ou d'altérer des fichiers forcerait une suspension publique. Julien comprit alors qu'Elara n'était pas venue seule, ni n'improvisait par dépit. Elle avait construit un réseau de protection autour de chaque preuve. Pourtant, il retourna à sa place, convaincu qu'il pouvait encore contrôler le récit si le contrat international était annoncé avant la révélation. Lorsque la robe noire apparut enfin, le mannequin marcha jusqu'au centre du podium et la musique s'arrêta. L'écran cessa d'afficher le logo de Solène et montra à la place le premier croquis de ce vêtement daté de 7 ans plus tôt. Puis vinrent des photos d'Elara avec sa mère, des pages du carnet d'échantillons, des reçus, des corrections de motifs et des fichiers avec des horodatage. Le public fut figé. La séquence continua avec des versions de chaque design, toutes antérieures à l'enregistrement de SR Atelier. Martine avait préparé une comparaison visuelle où les images du dossier de Solène s'adaptaient parfaitement aux fichiers originaux d'Elara, y compris les recadrages et les couches cachées. Enfin, la vidéo de Julien entrant dans le studio, photographiant des croquis et connectant un appareil à l'ordinateur fut projetée. Personne n'applaudit ni ne parla. Les caméras se tournèrent vers lui. Julien se leva et cria que le matériel était manipulé, mais sa voix fut perdue dans la salle. Puis l'écran montra l'ordre de couvrir les initiales EF, suivi de photos certifiées des intérieurs des Aurore et de la robe finale. Solène tenta de quitter sa place, mais Isabelle monta sur le podium et lui demanda de rester quelques minutes pour clarifier une question d'auteur. Elle ne l'accusa pas et n'utilisa pas de mots grandiloquents. Elle demanda simplement quand elle avait créé la robe noire, pourquoi elle avait choisi cette structure et comment elle avait résolu le soutien interne. Solène répéta l'histoire de la mort de sa mère. Isabelle montra alors une ancienne interview où Elara parlait du même design aux côtés d'une photo de famille datant de bien avant que les deux femmes ne se rencontrent. Puis elle demanda à Solène d'identifier une pièce technique indiquée sur le motif.
Elle resta silencieuse. Une créatrice vétéran du premier rang répondit qu'il s'agissait d'une structure inspirée de la voûte d'ogive. Et Lara l'avait expliqué dans le carnet original avec des dessins et des calculs. Solène chercha l'aide de Julien, mais il détourna le regard. À cet instant, tout le monde comprit que la supposée créatrice ne pouvait défendre ni l'histoire, ni la technique, ni le processus de ce qui portait son nom. Marie apparut alors du côté de la scène. D'une voix tremblante, elle déclara avoir travaillé pour Elara pendant 4 ans et que chaque modèle de « renouveau » avait été développé sous ses instructions. Elle expliqua comment Julien avait fermé l'atelier, déplacé le personnel et les avait assurés qu'Elara avait vendu les designs. Elle montra le NDA et la signature falsifiée utilisée pour les intimider. Chloé la rejoignit, confirmant que Solène recevait des réponses préparées, confondait les matériaux et avait ordonné le retrait des initiales. Le notaire remit à Isabelle l'affidavit de la découverte faite dans la loge. Ensuite, Moreau se leva parmi les acheteurs et annonça que son groupe suspendait toutes les opérations avec Esser Atelier en raison de fausses déclarations potentielles concernant la propriété de la collection. Julien tenta d'interrompre, affirmant que les droits appartenaient au mariage et qu'il avait financé la production. Milo répondit depuis la scène que gérer les fonds de quelqu'un d'autre ne faisait pas de lui un auteur et que des mesures légales étaient déjà en place pour préserver les comptes, les contrats et les appareils. L'attention se tourna vers Elara quand Isabelle l'invita à monter. Elle marcha lentement sur le podium sans musique ni introduction. Tandis que le public s'écartait pour la laisser passer, arrivant à la robe noire, elle en ouvrit délicatement une partie et montra les points EF. Il y avait encore des restes de fil où quelqu'un avait essayé de les enlever. Elara ne prononça pas un discours de vengeance. Elle dit que les initiales n'étaient pas une stratégie marketing, mais une habitude apprise de sa mère. Elle les plaçait dans des endroits invisibles parce qu'elle croyait qu'un vêtement devait conserver la mémoire de son créateur, même quand personne ne regardait. Puis elle expliqua qu'elle avait permis au défilé d'avoir lieu parce qu'elle avait besoin que chaque robe soit publiquement présentée sous la fausse paternité avant de soumettre les preuves. Julien la traita de manipulatrice et affirma qu'elle avait mis en scène une humiliation. Elara le regarda sans élever la voix et répondit « Vous avez choisi la scène, les caméras et le mensonge. J'ai seulement apporté les dates qui prouvent qui est venu en premier. » Désespéré, Julien monta sur le podium et supplia les photographes d'éteindre leurs caméras, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une dispute conjugale et qu'Elara essayait de détruire une entreprise par ressentiment. Milo afficha alors le faux contrat de transfert trouvé dans le dossier bleu à côté de la page du plan de sortie. La phrase écrite par Julien apparut à l'écran, après le défilé, « Elle ne pourra rien prouver ». Le silence se transforma en un murmure d'indignation. Gérard tenta de quitter les lieux, mais 2 agents en civil postés à l'entrée lui demandèrent ses papiers d'identité et de conserver ses appareils. Il n'y eut pas de scène spectaculaire ni de menottes devant les caméras. C'était quelque chose de plus troublant pour les coupables. Chaque sortie était fermée par des documents. Julien chercha du soutien auprès des sponsors, des clients et des journalistes. Les mêmes personnes qu'il avait félicitées quelques minutes plus tôt évitaient maintenant son regard. Solène recula vers la loge, prenant discrètement son téléphone et une pochette dorée qui ne faisait pas partie de sa tenue. Elara vit le mouvement et alerta Isabelle. Avant que la sécurité ne puisse l'atteindre, Solène s'enferma dans une loge privée. De l'intérieur, elle appela quelqu'un et demanda une voiture pour la récupérer à l'entrée de service. Elle tenta également de transférer de l'argent depuis une application bancaire, ignorant que les comptes étaient déjà gelés. En recevant le message d'erreur, elle commença à jeter des objets, accusant Julien de l'avoir utilisé. Chloé, debout dans le couloir, entendit Solène dire qu'elle avait encore un compte à l'étranger et qu'elle ne resterait pas pour endosser le blâme. La sécurité ouvrit la porte avec l'autorisation d'Isabelle. Ils trouvèrent un passeport, des billets électroniques pour un vol à l'aube et une petite clé USB cachée dans une trousse de maquillage. Solène affirma qu'il s'agissait d'un voyage d'affaires, mais les bagages emballés et les messages supprimés racontaient une autre histoire. La clé USB fut remise au notaire. Sans l'ouvrir, Julien arriva à la loge et, voyant les billets, comprit que son amante prévoyait de partir sans lui. La dispute entre eux acheva de détruire l'image qu'ils avaient construite. Julien exigea de savoir où se trouvait l'argent de l'avance, et Solène rétorqua qu'il avait promis de la protéger, pas de la rendre responsable de faux. Il révéla que l'idée qu'elle se fasse passer pour la créatrice avait été la sienne. Solène répliqua qu'elle n'aurait jamais pu accéder aux fichiers sans les mots de passe, les signatures et les autorisations qu'il avait fournies. Chaque accusation fut enregistrée par les caméras de sécurité et plusieurs téléphones.
Et Lara resta à l'autre bout du couloir, réalisant qu'elle n'avait plus besoin de forcer une confession. L'alliance, bâtie sur le désir d'effacer une autre personne, se dissolvait dès qu'ils craignaient tous les deux d'en payer le prix. Gérard tenta d'arrêter la dispute, mais Solène le désigna du doigt, affirmant qu'il avait préparé les faux contrats. Julien la traita de menteuse et mentionna un transfert secret qu'elle avait effectué cette semaine-là. Milo demanda que personne ne touche les appareils. La clé USB trouvée dans la trousse de maquillage pourrait contenir une comptabilité parallèle ou des communications liant les trois. Lorsqu'ils retournèrent dans le hall principal, le défilé avait été officiellement suspendu et les vêtements étaient sous surveillance. Les journalistes entouraient Isabelle, Moreau et les représentants légaux. Et Lara évita de donner une longue interview. Elle déclara seulement qu'elle avait enregistré son travail avant qu'il ne soit présenté par des tiers et qu'elle faisait confiance aux autorités pour clarifier les responsabilités. Sa sérénité contrastait avec le chaos de Julien et Solène. Cependant, la victoire n'était pas encore complète. Milo l'informa à voix basse qu'une partie de l'avance avait quitté les comptes quelques jours avant le gel et qu'il ne savait pas où elle se trouvait. Il y avait aussi le risque que Julien essaie de faire porter toute l'opération sur Solène et Gérard. Pour prouver son contrôle direct, il devait examiner la clé USB trouvée et les appareils conservés. Et Lara regarda les robes figées sous les lumières. Elle avait publiquement retrouvé son nom, mais l'homme qui avait orchestré le vol cherchait encore un moyen de transformer la vérité en un nouveau mensonge. Peu après minuit, Martine connecta la clé USB à un ordinateur isolé en présence du notaire. Le contenu était crypté, mais un fichier texte brut apparut dans le dossier principal. Il contenait une liste de virements, des numéros de compte et une instruction de quitter le pays après le défilé. À côté du nom de Solène, un autre bénéficiaire était identifié seulement par les initiales GH. Julien affirma que n'importe qui aurait pu créer le document, mais Martine confirma qu'il avait été modifié pour la dernière fois depuis son ordinateur personnel 2 nuits auparavant. Plus inquiétant, il y avait un dossier programmé pour s'auto-détruire en se connectant à Internet. L'experte arrêta le processus et commença une récupération forensique. La première image récupérée montrait Julien signant une garantie d'auteur qu'il savait fausse devant Gérard. La seconde montrait Solène tenant le carnet vers Lara tandis qu'ils trinquaient tous les deux. Pour un instant, il n'y avait plus de place pour le récit du mari trompé. Avant que l'examen ne soit terminé, un agent rapporta que Solène avait essayé de partir par le parking en utilisant l'accréditation d'un mannequin. Elle fut arrêtée à l'intérieur du bâtiment pour identification, bien qu'il n'y ait pas encore de mandat d'arrêt. Julien reçut alors un message sur son téléphone. C'était une copie de la réservation de vol de Solène et un texte envoyé plus tôt à une personne inconnue: « Quand le défilé sera fini, il restera avec le scandale et je resterai avec l'argent. » Julien leva les yeux vers la femme pour qui il avait détruit son mariage et réalisa qu'il avait lui aussi fait partie d'un plan d'abandon. La fureur remplaça la peur, mais Lara ne ressentit plus de satisfaction. Ce qu'elle voyait n'était pas encore la justice, mais la ruine de 3 personnes unies par la cupidité. Milo plaça le téléphone dans un sac de preuves et lui dit que le lendemain matin serait décisif. Et Lara regarda la robe noire, immobile sous le dernier projecteur, et sut que la vérité venait de se retourner contre ceux qui pensaient pouvoir l'utiliser. Le matin suivant le défilé, les images du scandale dominèrent les unes numériques, les émissions de télévision et les réseaux sociaux. Le nom de Solène Leroy, présenté pendant des mois comme un symbole d'une nouvelle génération de créateurs, apparaissait désormais aux côtés de mots comme plagiat, faux et fraude. Les vidéos les plus partagées n'étaient pas celles des robes ou des célébrités, mais du moment où l'écran projetait les croquis d'Lara, suivi de l'enregistrement de Julien entrant dans le studio. Les journalistes répétaient la même question: comment était-il possible d'orchestrer une campagne aussi massive avec une collection volée sans que personne ne vérifie son origine? Et Lara regarda les informations depuis le bureau de Milo, toujours vêtu des vêtements de la veille. Elle avait imaginé que récupérer publiquement son nom apporterait un soulagement immédiat, mais elle ressentait un étrange mélange d'épuisement, de tristesse et de vide. La vérité était révélée, mais les années de confiance détruites ne pouvaient être restaurées par des titres de presse. Solène fut autorisée à quitter les lieux après avoir rendu ses appareils et fourni une adresse de contact. L'enquête étant encore à ses débuts, elle assura à tous qu'elle resterait à New York et coopérerait. Moins de 6 heures plus tard, Chloé alerta qu'elle avait vu une photo de fan sur les réseaux sociaux prise à l'aéroport JFK. Solène apparaissait avec des lunettes noires, une petite valise et un manteau couvrant une partie de son visage. Milo transmit l'information aux autorités.
Lorsque Solène atteignit la porte d'embarquement pour un vol vers Buenos Aires avec une escale à Paris, elle fut arrêtée pour clarifier l'origine de ses fonds et son manquement à rester disponible. Dans sa valise, ils trouvèrent une autre clé USB, des contrats imprimés et plusieurs bijoux achetés avec l'argent de l'atelier. Solène affirma qu'elle essayait simplement d'échapper à la pression médiatique, mais elle transportait suffisamment de documentation pour commencer une nouvelle vie loin des États-Unis. La deuxième clé USB contenait les conversations manquantes. Solène avait conservé des copies parce qu'elle n'avait jamais entièrement fait confiance à Julien. Dans les messages, il décrivait précisément comment retirer les croquis, modifier les accès, utiliser d'anciennes signatures et demander le divorce après le lancement. Il parlait également de la discréditer auprès des travailleurs et des investisseurs, utilisant ces épisodes d'épuisement pour la dépeindre comme une femme incapable de gérer une entreprise. Solène n'accepta pas seulement le plan. Elle proposa des délais, choisit les souvenirs personnels à s'approprier et exigea la suppression de toute marque qui pourrait révéler la véritable auteure. Dans un clip audio, on l'entendait rire en disant qu'Elara finirait par regarder ses propres robes depuis la rue. Julien répondit qu'une fois que la presse associerait, renouveau, au bon visage, personne n'écouterait une épouse bafouée. Cette phrase détruisit la dernière défense qu'il essayait de construire. Il ne pouvait plus prétendre qu'il avait agi par amour, par confusion financière ou par désir de sauver un travail abandonné. L'objectif avait été d'effacer délibérément sa créatrice. Gérard Duval tenta de se distancier des deux. Il déclara n'avoir préparé les documents que sur la base d'informations de ses clients et ignorait toute falsification de signature. Cependant, les brouillons récupérés montraient ses commentaires écrits, des instructions pour insérer des pages dans d'anciens contrats et des recommandations sur la manière d'utiliser la consultation médicale d'Elara pour remettre en question sa crédibilité. Des factures pour services non déclarés apparurent également. Face au risque d'assumer tout le blâme, Solène remit volontairement des messages où Gérard prévenait que le faux transfert ne résisterait pas à un examen judiciaire, mais serait suffisant pour effrayer les employés et les acheteurs pendant quelques semaines. Ce laps de temps était exactement ce dont ils avaient besoin pour organiser le défilé, collecter l'avance et transférer les bénéfices. Le plan ne dépendait pas de la création d'un mensonge parfait, juste de sa survie jusqu'à ce que l'argent soit hors du pays. Elara comprit que sa décision d'attendre le défilé avait stoppé l'opération à son moment le plus critique. Julien fut convoqué pour une déclaration et arriva avec un nouvel avocat. Il avait changé de stratégie. Il ne niait plus que les croquis provenaient du studio d'Elara, mais affirma qu'il croyait qu'ils faisaient partie de leurs biens matrimoniaux. Selon sa version, sa femme avait abandonné le projet, et il avait décidé de le commercialiser pour récupérer son investissement. Il présenta Solène comme une opportuniste qui l'avait trompée, affirmant que c'était son idée d'être présenté comme l'auteur. La déclaration s'effondra rapidement. S'il considérait la collection comme un bien matrimonial, pourquoi falsifier un transfert? Si elle l'avait abandonné, pourquoi lui cacher le défilé? Si Solène l'avait trompé, pourquoi le voyait-on diriger le retrait des initiales et garantir personnellement sa paternité? Le dossier bleu, les messages et la vidéo de sécurité répondirent avant qu'il ne puisse finir chaque excuse. Elara écouta une partie de la déclaration depuis une pièce adjacente. Julien demanda à lui parler sans avocat, promettant de fournir des informations sur des comptes étrangers si elle acceptait d'abandonner certaines charges. Milo le déconseilla, mais Elara décida de le voir une dernière fois en présence d'un conseiller juridique. Julien entra, le visage vieilli par une seule nuit d'exposition publique. Il s'assit en face d'elle et pendant plusieurs secondes tenta de retrouver le ton intime qu'il avait utilisé pendant leur mariage. Il dit que les choses avaient échappé à son contrôle, que Solène l'avait fait pression, et qu'il voulait seulement prouver la valeur commerciale du travail d'Elara. Il affirma avoir toujours cru en son talent, mais craignait que sa timidité ne détruise toute opportunité. Elara écouta sans interruption jusqu'à ce qu'il affirme l'avoir fait pour eux deux. « Tu n'as pas volé mes robes parce que tu croyais en moi, » répondit-elle. « Tu les as volées parce que tu croyais que mon talent valait plus sans mon nom. » Julien baissa les yeux mais ne montra aucun remords. Il demanda ce qu'elle gagnerait à le détruire. Lui rappelant qu'ils avaient partagé une maison, des projets et des années de mariage. Elle ouvrit la copie certifiée du plan de sortie et montra la ligne où il avait prévu de la charger de dettes et de la faire déclarer incompétente. Elle lui dit que le mariage avait pris fin bien avant le défilé. Le jour exact où il avait décidé d'utiliser sa confiance comme un outil contre elle. Elle ne cherchait pas à le détruire. Elle refusait de continuer à le protéger des conséquences de ses propres actions. Julien offrit de signer le divorce,
de restituer des actions et de remettre l'argent restant. En échange, il voulait déclarer publiquement que Solène était seule responsable du plagiat. Elle se leva sans répondre. Avant de partir, elle lui dit qu'il avait passé des mois à essayer de la convaincre que sa mémoire n'était pas fiable. Maintenant, il devrait faire face à des dossiers qui se souvenaient de chaque étape mieux qu'aucun d'eux ne le pourrait. Les mesures légales permirent de geler les comptes, de récupérer une partie de l'avance et de sécuriser les biens acquis avec les fonds de l'atelier. Tout l'argent ne fut pas retrouvé immédiatement. Certains transferts avaient transité par des sociétés intermédiaires et nécessitaient une coopération internationale. Cependant, Moreau fournit une documentation complète et collabora pour retracer les paiements. Le groupe textile résilia le pré-contrat et annonça qu'il ne réclamerait pas les designs tant que la question de l'auteur n'était pas résolue, reconnaissant formellement Elara comme la créatrice enregistrée. Plusieurs magazines corrigèrent leurs articles précédents et retirèrent les interviews promotionnelles de Solène. Certains médias tentèrent de dépeindre Elara comme une figure tragique ou une épouse vengeresse, mais elle rejeta ce récit. Elle ne voulait pas être connue uniquement comme la femme qui avait été volée. Elle avait travaillé pendant des années avant Julien et continuerait à créer après lui. Son histoire ne commençait pas par la trahison, ni ne devait se terminer par le scandale. Les travailleurs de SR Atelier furent appelés à témoigner. La plupart confirmèrent qu'ils avaient reçu l'ordre de cacher l'origine du design, bien que certains aient affirmé avoir cru à un transfert légitime. Elara demanda à Milo de faire la distinction entre ceux qui avaient participé en connaissance de cause et ceux qui avaient agi sous pression financière. Marie, Chloé et plusieurs couturières craignaient de perdre leur emploi ou d'être publiquement liées à la fraude. Au lieu de les abandonner, Elara proposa de reconstituer l'ancienne équipe sous une nouvelle structure avec des contrats transparents et un crédit visible pour chaque responsable technique. Elle savait que, Renouveau, n'avait pas été créé dans un vide complet. Les croquis étaient les siens, mais de nombreuses mains avaient transformé les lignes en vêtements. Julien et Solène avaient utilisé le silence de ses mains comme un bouclier. Elara décida de les rendre publiquement partie de la vérité. Isabelle proposa d'organiser une deuxième présentation de la collection, cette fois sous le nom légitime d'Elara Finch. Au début, elle hésita, craignant qu'un autre défilé ne semble être une exploitation commerciale du scandale. Isabelle expliqua que le premier défilé avait été interrompu et associé à un mensonge. Les vêtements méritaient d'être montrés tels que leur créatrice les avait imaginés, et non de rester à jamais des pièces à conviction dans une enquête. Moreau s'engagea à ne pas participer en tant qu'acheteur tant que tous les droits ne seraient pas entièrement clarifiés. Marie suggéra de restaurer les broderies retirées et de corriger les modifications de Solène. Lentement, l'idée se transforma d'une répétition en une restauration. Elara accepta à une condition, le défilé ne présenterait pas une designer solitaire, mais toute l'équipe qui avait construit Renouveau. L'atelier temporaire bourdonnait d'activité. Les couturières retiraient les rubans adhésifs, refaisaient les doublures et redonnaient l'équilibre aux jupes altérées. Chaque fois qu'elle trouvait un fil coupé ou une étiquette remplacée, elle documentait les dommages avant de les réparer. Elara décida de garder une petite marque sur la robe noire, la tache violette de la craie de tailleur française. Marie voulait la nettoyer, mais elle refusa. Cette marque faisait partie du parcours de l'œuvre, du studio où elle avait été volée à la scène où elle avait retrouvé son nom. Elle ne devait pas dominer le vêtement, mais elle ne devait pas non plus disparaître. Lors des essayages, Elara ressentit à nouveau le plaisir de travailler sans surveillance. Personne ne lui disait de douter d'elle-même, de se reposer ou de confier la gestion à quelqu'un de plus compétent. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait faire une erreur sans se demander si quelqu'un l'utiliserait pour la déclarer incapable. Solène, face à des preuves accablantes, accepta de coopérer pour réduire sa responsabilité. Elle admit qu'elle savait que les designs appartenaient à Elara et expliqua que Julien lui avait promis la célébrité, une marque internationale et une part importante de l'argent. Elle tenta de se présenter comme une femme manipulée par un homme expérimenté, mais ses propres messages montraient un enthousiasme et une participation active. Elle confessa également avoir envoyé l'invitation provocatrice parce qu'elle voulait voir Elara vaincue dans le public. Le procureur demanda pourquoi elle avait utilisé les souvenirs de la mère d'une autre femme dans les interviews. Solène resta silencieuse longtemps avant de finalement répondre « J'avais besoin d'une histoire qui émouverait les gens ». Cette explication, prononcée sans en comprendre la cruauté, résumait toute sa conduite. Elle croyait que toute vie pouvait être transformée en matériel promotionnel tant qu'elle générait de l'attention. Julien apprit la coopération de Solène avec fureur. Il l'accusa de trahison, oubliant que leur relation avait commencé par une
ses avocats négocièrent la restitution des clés et des données sur les comptes étrangers, bien qu'il continue d'essayer de minimiser sa propre responsabilité. Le processus légal s'étirerait sur des mois, et Elara savait qu'il n'y aurait pas de conclusion instantanée. Cependant, elle avait déjà accompli quelque chose qu'aucune sentence future ne pourrait remplacer. Elle avait empêché la vente, repris le contrôle de la collection et prouvé publiquement sa paternité avant que le mensonge ne puisse se solidifier. Le divorce fut prononcé sans règlement à l'amiable. Elara renonça à toute réclamation sur l'appartement du West Village, ne voulant plus rien des pièces où chaque geste avait été utilisé contre elle. Elle récupéra le mobilier de son studio, ses archives et les machines achetées avec l'argent de son atelier. Le reste pourrait être vendu pour couvrir les dettes. Le second défilé eut lieu 6 mois plus tard dans un espace plus petit et lumineux. Il n'y avait pas de tapis rouge rempli de célébrités ni de bannières géantes. À l'entrée, une table présentait des versions de croquis, des échantillons de tissus et des photos du processus créatif, non pas comme des preuves d'un crime, mais comme un hommage au travail. Sur chaque siège figurait le nom d'une couturière, d'une modéliste, d'une brodeuse ou d'une assistante qui avait contribué à la collection. Lorsque les lumières s'éteignirent, l'écran ne montra pas d'abord le visage d'Elara. Une image de ses mains aux côtés de celle de Marie et Chloé ajustant un vêtement apparut. Puis, des photos de toute l'équipe furent projetées. Le public comprit que « Renouveau » n'était plus seulement l'histoire d'une auteure qui retrouvait son nom, mais celle de toutes ces femmes dont le travail avait été considéré comme invisible. Les robes défilèrent dans leur ordre original. Horizon retrouva le drapé conçu. Racine portait de nouveau la broderie manuelle que Solène avait attribuée à une machine. Aurore apparut sans le ruban destiné à cacher les initiales. Quand la robe noire arriva, la salle se tut. Sa structure inspirée de la flèche captait la lumière des fenêtres projetant des formes sur le sol. À l'intérieur, les lettres F subsistaient, reconstruites avec le même fil utilisé il y a des années. À côté d'elle, Elara avait ajouté une toute petite phrase que personne ne pouvait lire depuis sa place, mais dont elle expliqua l'existence à la fin, personne ne peut voler l'histoire de quelqu'un qui ose la raconter à nouveau. Elle n'avait pas besoin d'écrire son nom en lettres géantes sur le tissu. Elle avait appris qu'une signature n'était pas une défense née de la peur, mais un acte de mémoire. À la conclusion du défilé, Isabelle invita Elara à se présenter. Elle apparut, accompagnée de toute l'équipe de l'atelier. Les applaudissements ne furent pas explosifs au début. Ils augmentèrent lentement à mesure que le public se levait. Elara regarda les visages de Marie, Chloé et des couturières et pensa à sa mère. Un instant, elle l'imagina assise au premier rang, regardant la robe qu'elles avaient commencé ensemble à appartenir enfin à qui elle devait. Elle ne parla ni de Julien ni de Solène. Elle remercia ceux qui avaient sauvegardé des documents, dit la vérité et refusé de laisser la peur décider pour eux. Puis elle annonça l'ouverture d'un nouveau studio appelé « Atelier Finch », où chaque pièce inclurait les noms de ceux qui avaient participé à sa création. Pour elle, cette transparence était la réponse la plus profonde au système de silence utilisé pour la voler. Quelques semaines plus tard, Elara retourna une dernière fois à l'appartement du West Village. Les pièces étaient presque vides, et l'ancien studio semblait plus petit sans tissu ni mannequin. Sous la table, elle trouva l'un des 2 morceaux de l'accréditation que Julien avait déchiré le soir du premier défilé. Il avait dû tomber de son sac alors qu'elle préparait l'épreuve. Le mot « invité » était toujours visible sur le plastique. Elara sourit à l'ironie. Pendant des années, elle s'était comportée comme une invitée de son propre talent, attendant la permission d'un mari, d'un investisseur ou d'une figure plus visible. Elle garda le fragment, non pas comme un souvenir d'humiliation, mais comme une preuve de la distance qu'elle avait parcourue. Elle ferma la porte et remit les clés à l'agent immobilier. Le nouveau studio occupait une ancienne imprimerie restaurée avec de grandes fenêtres et de larges tables. Il n'y avait pas de photos ni de slogan publicitaire à l'entrée, juste une simple plaque avec le nom « Finch ». Le matin de l'ouverture, Marie plaça le carnet d'échantillons original dans une vitrine. Chloé organisa les archives numériques avec des protocoles qui empêchaient toute modification de documents sans laisser de traces. Milo arriva avec la confirmation que la plupart de l'argent détourné avait été localisé et serait restitué à l'atelier après la procédure. Elara fut reconnaissante de la nouvelle, mais elle n'en dépendait plus pour avancer. Elle avait reçu suffisamment de commandes pour maintenir l'équipe occupée pendant la première année. Renouveau, la collection que Julien voulait utiliser pour l'expulser de sa propre histoire, était devenue le début d'une vie construite sans lui. Avant d'ouvrir les portes au public,
et Lara s'approcha du premier mannequin et ajusta une couture. Puis elle prit une aiguille, l'enfila de soie de couleur claire et broda ses initiales à l'intérieur d'une nouvelle veste. Elle le fit lentement, sans se cacher et sans penser à qui pourrait essayer de les effacer. Dehors, des clients, des journalistes et de jeunes designers qui avaient suivi son affaire attendaient. Et Lara prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Elle comprit que la justice ne consistait pas seulement à voir tomber ceux qui l'avaient trahi. Elle signifiait aussi retrouver le droit de créer sans demander la permission, de faire à nouveau confiance à sa propre mémoire, et de transformer ce qu'ils avaient essayé d'utiliser pour la détruire en les fondations d'un avenir différent. Le talent pouvait être copié pendant un temps. Un croquis pouvait être volé. Une signature pouvait être couverte. Et un mensonge pouvait défiler sur un podium sous sans lumière. Mais il y avait quelque chose que Julien et Solène n'avaient jamais compris. La véritable créatrice ne connaît pas seulement la forme finale d'une œuvre. Elle connaît chaque doute, chaque erreur, chaque décision et chaque blessure qui l'ont rendue possible. Il pouvait porter ses robes, répéter ses mots et même s'approprier ses souvenirs, mais il ne pourrait jamais expliquer le chemin qui reliait une ligne tracée en silence au point final. Et tant que ce chemin existerait, le nom d'Elara Finch resterait vivant dans chaque fil.